Bien, alors je ne suis ni psychanalyste ni philosophe. Si je devais me qualifier, ce serait plutôt d'un sociologue impliqué dans la vie des institutions, en particulier scolaires, hôpitaux, l'administration publique et aussi la politique. Voilà. Je ne vais pas me centrer directement, comme certains pouvaient s'y attendre, je ne vais pas me centrer directement sur l'autorité, mais indirectement, nous verrons quel est le lien à l'autorité dont je voudrais parler. Et je voudrais, un petit peu dans la foulée de la journée d'hier, moi je présente mes excuses, je n'étais pas là avant-hier, et donc voilà, ça j'ai loupé, mais on m'en a parlé. Et je voudrais revenir sur quelques lignes de tension de notre paysage moral, du paysage moral de notre modernité radicale, pourrais-je dire. Et pour ce faire, je vais évoquer 4 valeurs qui ont été bien souvent évoquées depuis le début de nos travaux ici. L'autonomie, la responsabilité, l'égal respect et la discussion, qu'on pourrait aussi appeler le principe de délibération ou de débat public ou de libre débat. Voilà. 4 valeurs qui, en quelque sorte, sont notre horizon commun, et notre bien commun. Parmi d'autres, il est vrai, mais qui dessinent vraiment les contours parmi les plus familiers de notre vie et de notre vie morale en particulier. Alors, je voudrais les définir très brièvement, juste pour qu'on s'entende là-dessus, et j'ai conscience que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est peut-être pas mal de le rappeler pour savoir ce dont nous parlons ici, avant d'en venir aux aléas de ces 4 valeurs qui sont pourtant cardinales pour nous. La première, c'est le principe d'autonomie. L'individu contemporain, tout le monde sera d'accord dans cette salle, doit pouvoir décider librement de ses loisirs, ses fréquentations, ses études, sa sexualité, ses partenaires, son identité, son travail, l'usage qu'il fait de son corps, son genre, et jusqu'au rite funéraire de ses proches. Il peut même, croit-on, choisir ses valeurs, ce qui me semble être une contradiction dans les termes. À mes yeux, ça n'a pas de sens. Mais peu importe, ainsi va le discours contemporain. Et même un tout jeune enfant doit être reconnu dans son autonomie propre. Les parents doivent respecter ses jeux, ses goûts alimentaires, ses préférences vestimentaires, ses orientations de genre, et désormais, semble-t-il, nous l'avons appris hier, sa décision de s'appeler René ou Jacqueline. Quant aux enseignants, ils doivent être des animateurs, des conseillers, des coachs, et non surtout des maîtres. Ils doivent guider l'enfant dans sa découverte du monde en l'incitant à s'inventer lui-même. La valeur d'autonomie tend à subordonner toute forme de vie humaine, toute relation humaine, à la condition même du consentement. Voilà. Ça, je crois que c'est quand même un noyau très fort de ce qui nous est le plus précieux, je pense, aujourd'hui. Qui dit autonomie dit responsabilité. Et nous en avons aussi parlé, à bien des reprises d'ailleurs. Dans son acception moderne, la responsabilité subjective, parce que c'est de celle-là à laquelle nous sommes attachés, c'est-à-dire le fait d'assumer personnellement ses actes, en ce compris ses actes de parole et leurs conséquences, cette responsabilité subjective est inhérente à l'idée même du sujet autonome. Vous ne pouvez pas poser l'autonomie sans poser la responsabilité. Elle est tributaire du même genre d'imaginaire social. Je dis imaginaire social, je n'ai pas dit fantasme ou imaginaire ou fiction, je dis imaginaire social. L'idée de responsabilité est inséparable de l'imaginaire de la libre volonté. Je dis de nouveau imaginaire, non pas parce que je crois que ça n'existe pas, mais parce que c'est un ensemble de représentations d'un monde invisible dans lequel nous baignons et qui conditionne l'ensemble de notre vie. C'est ça que j'appelle l'imaginaire, on peut y revenir là-dessus. Et même quand nous expliquons une mauvaise action par l'éducation d'un homme, par son caractère ou par son milieu social, remarquait Kant, nous n'en blâmons pas moins son auteur, parce que nous sommes attachés à l'idée qu'il aurait pu agir autrement. La notion de responsabilité subjective est donc au cœur de notre modernité. Elle comporte
4 composantes fondamentales à mes yeux, aux yeux de beaucoup de gens. Hein, donc, voilà. 1, la volonté libre. 2, l'auto-imputation de ces actes. Encore faut-il que je m'approprie les actes mêmes que je pose avec leurs conséquences. Je dois m'auto-imputer, je dois être l'auteur de mes actes. Troisièmement, la redevabilité, c'est-à-dire le fait de répondre de ces actes, d'en répondre. Et là, la question que je trouve perpétuellement évitée, c'est certes en répondre, mais en répondre devant qui? Devant quelle instance? Devant quel autrui? Hein, mais peu importe, la redevabilité, et à partir de là, l'exposition à un jugement, et le cas échéant à une sanction. La responsabilité, je le répète, suppose de répondre de ses actes, et qui dit répondre dit s'adresser à quelqu'un. Voilà. Troisième idée, l'idée d'égal respect, en laquelle Didier Sicarière voyait l'ultime transcendance. L'idée d'égal respect ou d'égal considération ou encore d'égale valeur morale, qui s'exprime par cette idée qui nous est tellement coutumière aujourd'hui, même si dans les faits, elle est loin d'être réalisée dans la pratique, mais nous parlons ici de valeurs et d'idéaux. C'est cette idée que même si mon voisin est plus riche que moi, plus beau, plus cultivé, plus intelligent, plus talentueux, il ne vaut pas plus que moi. L'égale dignité commande nos jugements les plus spontanés, elle s'enracine dans le droit comme dans les mœurs, elle nous enjoint de traiter chacun avec les mêmes égards, la même civilité, qu'il soit enfant ou vieillard, riche ou pauvre, ministre ou chômeur. Et rien ne blesse davantage nos sentiments que les expressions de supériorité sociale, d'arrogance, de déni ou de mépris. Et vous entendez des phrases du genre « mais pour qui il se prend ? Tu as vu comment il me parle ? Cette façon qu'il a de prendre les gens de haut ?» Voilà, ce genre de phrases. Et la déclinaison la plus fréquente de l'égal respect est bien sûr l'égalité en droit. J'en veux pour preuve que l'article 1 des droits humains, l'article 1, ils ont choisi de le mettre en 1, même pas en 6 ou en 12, mais en 1. Tous les êtres humains naissent, ils ont écrit, naissent égaux en droit et en dignité. Et donc le droit, plus que toute autre modalité, fonde le respect. Même si je reviendrai plus loin, et on l'a évoqué déjà hier, cette équivalence est bien plus discutable ou précaire qu'elle n'y paraît. Mais voilà, j'y reviendrai. Enfin, il y a la discussion. Partout, la légitimité des décisions est suspendue aux conditions de la délibération publique. Même dans des institutions a priori fondées sur la discipline, comme l'armée ou la police, les décisions désormais requièrent justification et concertation. Même au sein d'une famille avec de jeunes adolescents, ce qui n'est pas discuté se trouve mis en doute. Les décideurs doivent se soumettre aux exigences de la discussion, argumenter, répondre aux objections, chercher à emporter la conviction. Et même le prêtre, dans certaines études, on a montré que même les prêtres désormais doivent ménager aux fidèles des espaces de liberté discursive sans lesquels il n'est plus aujourd'hui de foi authentique. La foi suppose une mise en discours dans un débat. En bref, l'horizon de la démocratie est celui d'une extension perpétuelle du champ de la discussion. Alors voilà, j'aurais pu également citer d'autres valeurs, l'équité, la bienveillance, etc. J'en ai pris ces 4-là parce que je pense qu'elles forment quand même un noyau dur de notre modernité, à la fois sur le plan culturel, mais aussi bien sur le plan psychique. Aussi bien sur le plan psychique. Et ces valeurs n'ont strictement rien de naturel. Elles ne nous tombent pas du ciel, elles ne sont pas inscrites dans notre génome ou dans la nature humaine. Elles renvoient à des normes sociales d'une très grande subtilité, à des formes très élaborées de contrôle réflexif, de contrôle et donc de maîtrise de soi, et d'infinies modalités de conduite dans l'infinie diversité des situations. Alors voilà, ça c'était mon point de départ. Alors, qu'arrive-t-il à ces valeurs dans notre modernité radicale ? Je vais devoir malheureusement être très très bref là-dessus, parce qu'après j'aimerais bien indiquer les tensions. Mais je dirais qu'en gros, ces valeurs perdent leur dimension fondamentalement collective
et leur ancrage institutionnel. Elles sont travaillées au fil des décennies, repensées, réinterprétées pour devenir le fondement de l'individu libre, indépendant, producteur de soi, voire autosuffisant. Cette individualisation, même si ce terme nous encombre plus qu'autre chose, mais cette individualisation se comprend, et je ne peux pas rentrer dans les détails là, mais on l'a évoqué hier aussi, comme une sorte d'effacement tendanciel du tiers institué qui les définissait. Voilà, je ne peux pas dire autrement, l'effacement de leur caractère fondamentalement dialogique, inscrit dans le langage. Aussi, une sorte de sous-estimation du fait qu'elles s'apprennent, que l'autonomie s'apprend, qu'elle n'est pas là de tout temps, comme on tente à le penser en disant, ben voilà, un jeune enfant peut décider de son nom ou de son genre, ce qui suppose que l'autonomie est déjà là avant l'apprentissage de l'autonomie. Vous voyez, et je dirais la même chose pour la responsabilité, même chose pour l'égal respect, et même chose évidemment pour la discussion. Tout cela, ce sont des apprentissages très très complexes qui s'apprennent avec le temps en situation. Et si c'est le cas, si elles recouvrent des normes extraordinairement subtiles, alors on met aussi entre parenthèses au fil du temps le rôle central de l'autorité dans cet apprentissage. Ces valeurs qui, pour reprendre une expression de Nietzsche, sont en réalité le travail même de l'humanité sur ses membres, qualifient désormais tout être humain avant même d'être humain. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails là-dessus, mais je voudrais juste brièvement expliquer ce qu'il en est pour les 4 valeurs. L'autonomie était en réalité au départ, dans notre héritage des Lumières, singulièrement chez Kant, mais chez d'autres, l'autonomie était la capacité de prendre le point de vue d'autrui pour se déterminer soi-même, en l'absence de toute imposition. Et cette autonomie devient aujourd'hui libre disposition de soi et est plus ou moins confondue avec l'indépendance ou la liberté simplement. La responsabilité supposait, je l'ai dit, le fait de répondre de ses actes devant une instance sociale, quelle qu'elle soit, un autrui généralisé, un grand autre ou une figure qui le représente, à savoir l'autorité. L'autorité n'est rien d'autre, au fond, que cette incarnation d'un grand autre. Eh bien, cette dimension de répondre de ses actes et de s'exposer au jugement d'autrui, éventuellement à la sanction, devient en réalité pure responsabilité intérieure. Le sujet est le seul juge de lui-même, dans le silence de sa conscience, et à l'écart de toute police des consciences, c'est-à-dire de tout jugement d'autrui. Ceci me regarde. J'assume, moi, ma responsabilité. 3e dimension, l'égal respect, sous la forme en particulier du droit, où Jean-Louis Ranchon pourrait en parler mieux que moi, ou en parlera peut-être mieux que moi, nous passons de la transcendance de la loi qui est incarnée par la figure surplombante du juge, et qui, selon l'expression de Jacques Comaille, est la méta-raison de la société, si on veut, à une conception du droit comme simple ressource mobilisée par les acteurs dans leur stratégie. En anglais, il y a une expression comme ça pour les entreprises, c'est le law shopping. Voilà. On essaie de se débrouiller pour promouvoir ses intérêts en utilisant le droit. Et cette dimension de surplomb du tiers institué s'efface ou disparaît. 4e, la discussion devient un lieu où chacun vient en fait rechercher, on l'a dit hier, du respect et de la reconnaissance, alors que la conception dont nous héritons et qui nous reste chère évidemment, nous recommandait non simplement, et ça c'est important de le dire, non simplement de penser par nous-mêmes, qui est quand même un très grand idéal, mais de nous élever au-dessus de nos propres conditions subjectives. Autrement dit, je pense X parce que j'ai envie de penser X, de nous élever au-dessus de nos
conditions subjectives en partant des autres pour réfléchir à nos jugements. Voilà, et tout cela, ces 4 valeurs sont donc réinterprétées dans notre modernité radicale. Et qu'est-ce que ça donne alors? Ça donne une série de paradoxes ou de tensions qu'affronte, je pense, le raisonnement ou le travail ou la réflexion éthique aujourd'hui, et que je voudrais très modestement évoquer. Et la liste n'est absolument pas exhaustive. Moi, celles-là m'apparaissent assez claires et je les observe dans la vie institutionnelle ou un peu partout. Je vous les livre, mais il faudrait vraiment beaucoup de temps pour les approfondir. Mais je dirais, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que ces valeurs qui nous restent chères, c'est pas mon raisonnement est tendanciel, il n'est pas radical au point de dire on a totalement basculé, non, c'est tendanciel. Mais enfin, il me semble que ces valeurs, notamment les 4 que j'ai citées, à la fois s'exacerbent, et je dirais même, si je peux me permettre ce néologisme, s'hystérisent dans l'ordre du discours, où elles acquièrent une fonction identitaire fondamentale, qui n'a rien d'évident, une fonction identitaire fondamentale, dans le temps même où elles tentent à se déliter dans l'ordre de l'expérience vécue. Et plus elles s'hystérisent dans l'ordre du discours, plus ces discours occultent en réalité ce qui est vécu au niveau de l'expérience vécue. Voilà. Et cette distinction est sans doute complexe, mais elle est fondamentale. C'est la différence entre les valeurs proclamées ou représentées et mises en discours et les valeurs mises en pratique, si on veut, et vécues dans le concret du quotidien. Et donc, ça nous conduit à une question à laquelle l'éthique ne peut pas échapper, c'est celle: que fait-on avec les valeurs? Qu'est-ce qu'on en fait? Dans certaines entreprises, on en fait des codes et des chartes pour promouvoir la performance ou la rentabilité. Dans certains cas, on met en scène son indignation sur Facebook pour apparaître, non pas simplement indigné parce qu'il faut exprimer son indignation, mais pour apparaître comme celui qui s'indigne, c'est-à-dire pour promouvoir son ego, son image sur Internet, et ainsi de suite. Voilà. Que fait-on avec les valeurs? C'est quand même une question clé. Alors maintenant, quelques tensions, je les survole. Certaines, vous les reconnaîtrez assurément, d'autres peut-être, vous direz, mais avec quoi il vient? Voilà, là, il faudrait plus de temps. D'abord, le fait que l'égalité en droit, et le droit, de façon plus générale, qui, je l'ai dit, est intimement lié dès les révolutions démocratiques, est intimement lié à l'égal respect, finit par conduire à des formes d'irrespect. Et à des formes, on perd de vue le fait que une existence juridique et donc une existence est une appartenance communautaire, est une appartenance à un État qui est le garant du droit, et que tout droit dépend d'un appareil judiciaire, etc., pour en arriver, par exemple, à des formes d'égoïsme qui s'expriment par... c'est pas du tout, je ne les critique pas, je ne critique pas ce que je vais dire là, pour en arriver aux droits créances, comme on les appelle, qui ne sont plus du tout vécus comme solidarité, mais seulement comme exigence légitime de l'individu. J'ai le droit de recevoir une allocation de chômage, j'ai le droit à des soins de santé de qualité, j'ai le droit à un enseignement de qualité pour mes enfants, j'ai le droit à l'enlèvement de mes déchets, aux rues propres, etc. J'ai le droit. Ce droit, cette posture de rapport au monde, alimente une sorte d'hostilité sourde. Et on voit par exemple là où, dans tous les guichets où l'administration est en rapport avec les citoyens, la montée de formes d'agressivité, d'insultes, en disant j'ai bien le droit, et vous avez une sorte de désarroi que j'observe un peu partout dans l'administration publique, dans les rapports avec le citoyen. Vous avez des maires, ou chez nous on appelle ça des bourgmestres, qui sont à ce point dégoûtés par l'incivilité,
la hargne des citoyens qu'ils en viennent à démissionner. Ils en viennent carrément à démissionner. Un exemple mentionné dans Le Monde voici quelque temps, ça s'est passé à Paris, il y avait les gens qui nettoyaient les rues, et puis il y a une voiture qui s'arrête et qui jette les papiers dehors, comme ça, des vieux papiers ou des déchets dehors dans la rue. Le gars qui balaye, il dit quand même, excusez-moi, mais c'est pas très gentil, hein. Et l'autre lui crache à la figure, je paye assez d'impôts pour ça. Et il repart. Autrement dit, j'ai bien le droit de jeter mes papiers par terre. Là, le droit vient à se dissocier du respect. Au contraire de ce qui nous est pourtant tellement cher. Premier exemple. Deuxième exemple, il a été légèrement évoqué hier, l'égal respect, et toutes les institutions vivent ça, hein, toutes les institutions le vivent, hein, l'égal respect sous la forme de l'égalité en droit, mais aussi même d'une forme de civilité qui est un bien très très précieux et qui fait que les relations de travail, par exemple, se sont infiniment civilisées, quoi qu'on dise par rapport à ce qu'on pouvait vivre, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale. Cet égal respect finit par alimenter un besoin éperdu de reconnaissance de la singularité du sujet. On a parlé de singularité hier. L'égal respect comme tel est bien sûr une forme de reconnaissance, mais c'est une forme de reconnaissance qui semble exacerber un autre besoin de reconnaissance qui est la reconnaissance de la singularité. L'échec, l'immense échec historique de nos bureaucraties, c'est bien celui-là. C'est le fait que, à force d'égaliser les conditions, de placer tout le monde dans des catégories formelles à valeur juridique à tout le moins, eh bien, elle a créé un immense malaise lié au fait que on dit, ok, c'est très bien, on me traite avec respect et conformément au droit, mais moi j'ai besoin qu'on me reconnaisse comme individu dans ma singularité. Voilà. Et vous avez un besoin de reconnaissance avec, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que dans le monde, il y a peut-être, on pourrait trouver 500 étudiants, 500 doctorants qui font des recherches sur l'estime de soi ou le manque d'estime de soi. C'est cette autre dimension qui n'est pas la même chose que le respect de soi. En quelque sorte, la centration sur le respect de soi a alimenté une autre obsession qui est celle de l'estime de soi ou de la reconnaissance de la personne dans sa singularité. Je ne sais pas si c'est un paradoxe, en tout cas c'est une évolution ou une mise en tension complexe pour, par exemple, les responsables, hein, parce que d'un côté, vous devez traiter les gens équitablement en rapport avec le droit, mais d'un autre côté, vous devez vous ouvrir pleinement, quand vous êtes responsable, à la singularité de leur vécu. Et comment est-ce qu'on fait les deux en même temps? C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même au minimum tension. Troisième tension, troisième paradoxe ici carrément. L'autonomie est devenue occultation de la dépendance et de l'addiction. Et c'est un paradoxe de taille, celui-là. L'individu égocentré, autosuffisant, libre d'aller et venir, pénétré de ce principe de libre disposition de soi, n'a jamais, à l'échelle de l'histoire, été à ce point dépendant des autres, par la médiation de l'État. Jamais il n'a été aussi dépendant de l'État. Jamais, dans toute son histoire. Il dépend de l'État pour naître et pour mourir, pour faire ses études, pour rouler en voiture, pour se nourrir, pour maintenir un certain niveau de vie, pour sécuriser son l'espace public, pour sa maison, etc., etc. Je veux dire, l'État s'est glissé dans les moindres dimensions de notre vie, contrairement à ce que racontent ceux qui disent, voilà, retrait de l'État, il n'y a plus d'État. Enfin, jamais d'ailleurs il n'a coûté autant et il représente 50% de l'ensemble des richesses qui sont redistribuées. En réalité, jamais l'individu n'a été à ce point dépendant de l'État. Mais pas seulement de l'État. L'individu n'a même jamais été sans doute aussi dépendant de la reconnaissance d'autrui. Quand vous voyez ces adolescents ou ces adultes, parce que moi j'ai plein de collègues comme ça, qui passent leur temps à se mettre en scène sur Facebook pour regarder le nombre d'amis qu'ils ont, le nombre de lire les petits commentaires super génial, c'est formidable, et qui passent leur temps à ça. Je veux dire,
parfois, mais c'est presque vertigineux, ce travail de mise en scène au quotidien qui s'opère. On voit en fait un être extraordinairement dépendant en réalité. Cet individu autonome est en même temps stupéfiant de dépendance de ce point de vue. Et je vais donner un exemple là. Oh là là, ça va faire peut-être 6. Il suffit d'invoquer les valeurs d'autonomie et d'égal respect pour soustraire à la critique toute espèce de pratique. Le tatouage, l'alcool, la drogue, la musique assourdissante dans la voiture, le port de vêtements, c'est mon libre choix, je fais ce que je veux. Il y a donc une complaisance de l'autonomie. Tantôt elle est lutte, résistance, émancipation, tantôt elle sert simplement à soustraire à la critique tous nos modes de vie, l'ensemble de nos modes de vie et de consommation. Je fais ce que je veux et j'exige le respect. Autrement dit, l'autonomie fonde aujourd'hui cette société de l'addiction généralisée que nous appelons capitalisme. Quatrième tension, c'est celle de la responsabilité. Dans son acception initiale, une personne responsable est une personne qui mesure les conséquences de ses actes, qui prend conscience du tort qu'elle a pu faire à d'autres, qui s'expose donc aux réactions morales de son entourage et qui donc s'ouvre presque inévitablement à la brûlure de la honte, au fardeau de la culpabilité et du remords. Tout ce que nous ne supportons plus. Culpabiliser aujourd'hui revient à salir, à humilier. Raison pour laquelle nous mettons d'ailleurs tant d'énergie à nous défier des bons sentiments, à neutraliser les jugements moraux, d'où qu'ils viennent, en salissant parfois ces penseurs de l'écologie qui nous donnent des leçons, ces intellectuels qui nous dissuadent d'aller acheter chez Ikea. Mais pour qui ça se prend? Et vous voyez que les individus se soustraient à tout jugement moral par le fait même qu'ils vivent cela comme une forme de salissure ou d'agression. Une cinquième dimension que je voudrais évoquer, c'est la singularité de cette valeur que nous n'aurions sans doute pas du tout citée comme une valeur morale il y a 30 ou 40 ans. En tout cas, moi, dans les formations que je faisais il y a 30-40 ans, j'exagère un peu, mais enfin voilà, dans les bouquins, la valeur d'empathie n'aurait pas été mentionnée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la valeur d'empathie devient à ce point obsédante, au point qu'elle est vraiment centrale, même dans la condition, dans la préservation d'un couple, etc. Alors, moi, il me semble, on peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais la question, c'est que plus étendue est notre autonomie, donc le pouvoir que nous exerçons sur nos vies, plus accablante notre responsabilité en cas d'échec ou de déconvenue. La palisse l'aurait dit. Si nous nous inventons et si nous nous produisons nous-mêmes, nous sommes responsables de notre médiocrité, de nos échecs, de nos défauts, de nos déficiences, etc., etc. Et tout le monde vit ça. Un simple regard autour de nous suffit pour découvrir des gens plus beaux, enfin plus brillants, plus énergiques, plus courageux, plus talentueux, tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça, comme l'a montré Alain Ehrenberg, que l'autonomie devient un état que l'on subit, un état générateur de désespérance de soi et de dépression. Et donc, la grande question dans la société de l'autonomie, c'est comment est-ce qu'on se protège du sentiment d'échec et d'infériorité? Comment est-ce qu'on peut sauvegarder le minimum d'estime de soi, le minimum vital? Et l'empathie, à côté de la première que j'avais évoquée, la responsabilité, mais sans culpabilité, la deuxième grande réponse de notre modernité, c'est l'empathie, qui consiste à séparer la personne de certaines actions décevantes ou répréhensibles qu'elle a commises, et qui consiste à lui dire, écoute, voilà, à ta place, voilà, dans les conditions dans lesquelles tu t'es trouvé, tu n'aurais pas pu faire autrement, c'est pas grave, tu conserves toute ta valeur à mes yeux, et donc on arrache l'individu aux situations et aux actes de sa vie. Et c'est pour ça que l'empathie est devenue une valeur cardinale. Il faudrait en parler beaucoup plus longtemps, mais il y a là une modernité de l'empathie qui est inscrite dans les problèmes liés à l'autonomie. Encore 2 ou 3, mais rapidement, comme ça
Jean-Pierre Lebrun, hier, a fait l'amitié de réévoquer ce concept. Il est quand même extraordinaire que la société de la responsabilité semble être aussi la société de la déflexion industrielle. Si par déflexion, on entend la tendance à se défausser de sa responsabilité sur d'autres personnes, d'autres groupes, etc., etc. La déflexion, de ce point de vue-là, est devenue, oui, je dis, proprement industrielle. Et chacun le vit en réalité. Vous ne parvenez même plus à rencontrer un responsable quand vous avez un problème avec une administration, avec qui que ce soit. Il n'y a plus personne pour assumer le social, quoi. Même dans les grandes entreprises, même le patron n'assume plus parce qu'au-dessus de lui, il y a des fonds. Il n'y a même pas un actionnaire ou 3 actionnaires. Il y a un fonds d'investissement qui est là quelque part. Et donc, les travailleurs n'ont même plus la possibilité de discuter avec le patron. Donc, il semble que plus beaucoup de monde n'assume la responsabilité de notre être ensemble de ce point de vue-là. Hein. Bon, je pourrais pas rentrer dans les détails, mais là, il me semble une tension fondamentale. Voilà. Et je termine avec deux autres tensions encore. C'est l'essor de la vérité subjective. On en a parlé hier. L'essor de la vérité subjective dans la discussion. Des énoncés du genre « c'est mon avis »,« c'est comme ça que je le vois »,« c'est ce que je ressens »,« chacun son opinion »,« j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous », sont à peu près sans appel désormais, puisqu'elles se fondent sur l'autonomie et l'égal respect. Et elles conduisent à clôturer l'échange, elles conduisent à clôturer la discussion. Nous sommes ainsi passés du droit à exprimer son opinion au droit d'avoir sa vérité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. La vérité objective, et donc forcément intersubjective, est remplacée par la vérité subjective. Et la discussion qui devrait être le lieu de l'écoute et de la soumission devient le lieu de l'affirmation de soi. J'aurais voulu évoquer un dernier point, je vais juste le citer, c'est la culture victimaire. La culture victimaire nous offre, là encore, un extraordinaire paradoxe. Puisque la culture victimaire, elle est fondée sur un récit, tout simple. C'est un récit qui distingue 3 positions. Il y a la victime, il y a l'oppresseur, l'ennemi, le persécuteur, le mal alpha, enfin tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Et puis il y a un sauveur, ou une instance qui sauve. Voilà. Et vous avez ce schéma. Et désormais, ce schéma devient la clé d'interprétation d'une majorité d'événements dans le monde, voilà, dans son incroyable simplisme. Le récit victimaire devient le récit qui structure notre existence parmi les autres. Alors, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais c'est pour moi un problème vraiment fondamental. C'est quand même extraordinaire que dans la société de l'autonomie, le récit victimaire ait acquis une telle ampleur, puisque le récit victimaire, par définition, dissout la responsabilité de la victime, la supprime pour exacerber la responsabilité de l'oppresseur ou de l'ennemi. Et donc, le discours victimaire est aussi, lui aussi, au service d'une sorte de recul par rapport à ce noyau de valeurs que j'ai évoqué. Et je dirais même qu'il autorise, mais il faudrait en discuter davantage, il autorise la régression. C'est au nom du récit victimaire qu'on peut en venir à haïr, insulter, injurier, écarter, briser des statues, interdire des pièces de théâtre. Et on peut continuer comme ça. Hein, au nom précisément de ce récit victimaire qui tente à remplacer de façon, je répète encore une fois, presque industrielle, à réinterpréter la violence comme légitime défense. Voilà. Cette réinterprétation chronique de la violence comme légitime défense. Je peux bien le faire après tout le mal qu'on m'a fait. Voilà. Hein. Après tout le mal qu'ils me font.
c'est même pas qu'on m'a fait, qu'ils me font. Le « il », évidemment, est bien plus complexe. Alors voilà, je m'arrête là. Et je pense que on doit maintenant, me semble-t-il, en revenir à cette question de l'autorité. Sans nul doute, et on l'a dit hier, l'autorité peut affaiblir, fouler aux pieds l'autonomie, la responsabilité, l'égal respect et la discussion, sans aucun doute, sans aucun doute. Hein. Et certaines formes d'autorité l'ont fait. Et cette autorité-là, celle qui menace, affaiblit ce noyau de valeurs, n'a plus sa place dans nos sociétés, hormis sans doute dans les crises où il faut prendre des décisions très graves. Mais en même temps, on s'avise trop mal que l'autorité est la condition même, était la condition impensée de ces valeurs. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Pierre, nous nous étions lancés, nous avons publié un petit livre intitulé « Réinventer l'autorité », parce que nous sommes convaincus qu'on ne fera pas l'économie d'une réinvention de l'autorité, pour autant que cette autorité soit précisément la garante de ses valeurs mêmes et a une puissance de résistance à la subversion générale de ces valeurs. Je vous remercie. Bonjour. Voilà, je vais aller assez rapidement parce que je pense que le temps nous presse. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit et tout ce que vous avez dit, pardon, tout ce que vous avez dit pourrait faire l'objet comme ça vraiment d'une journée de travail, hein, au moins, sinon davantage. Je vais me focaliser, si vous voulez bien, parce que je vous parle, moi, de ma position de psychanalyste, hein, donc ce qui n'est pas la vérité. Je vais vous demander de revenir sur ce que vous avez dit de qu'est-ce qu'on fait des valeurs aujourd'hui. Hein, donc, puisque, voilà. Et cette fameuse « j'ai le droit ». J'ai le droit parce que voilà, l'individu autonome est totalement, il se veut totalement indépendant d'une certaine manière, qui se présente comme tel. Et ce que vous avez dit très justement, c'est qu'il est dépendant de ce que les autres pensent de vous. Hein, ce que vous avez appelé la valeur de l'empathie. Alors, pourquoi cette valeur de l'empathie prend-elle tellement de place pour devenir absolument envahissante? Alors, la réponse d'un psychanalyste, ça pourrait être de faire référence à la question de l'enjeu principal dans cette affaire, qui est celle de la jouissance. Alors, la jouissance, on n'en a pas parlé, hein, on n'en a jamais parlé. Et la jouissance, dans le monde qui précède aujourd'hui, mais comme vous avez dit, c'est bien d'une tendance qu'il s'agit, ce n'est pas une affaire qui est comme ça définitivement réglée. Dans cette tendance-là, dans ce qui était auparavant, l'institution était un lieu où cela pouvait se travailler. Aujourd'hui, il semblerait que faire référence à la valeur d'empathie et d'une inflation de cette valeur d'empathie, ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose qui est en jeu là-dedans et qui est la question de la jouissance. Je reviens, si vous le voulez, si tu le veux bien, à la question de la différence entre la vérité et sa vérité. Alors, c'est très curieux parce que on a l'impression en t'entendant que sa vérité
renvoie à cette question de l'empathie, enfin, et à son devenir, enfin, à cette question du droit de chaque individu, inaliénable. Et eh bien, non, je ne pense pas que sa vérité, que sa vérité renvoie nécessairement à cela. Elle renvoie, me semble-t-il, et l'exemple que tu donnais de la logique victimaire est assez frappant, je trouve, pour un analyste qui peut entendre ça comme la description même de la formation symptomatique. Alors, ça demanderait vraiment des déploiements, mais ça ne marche. La logique victimaire, c'est un symptôme parce que c'est la façon dont un sujet essaye de s'arranger avec ce constat qu'il fait tout le temps, que la question de la jouissance, ça ne marche pas. Il y a toujours, alors je ne vais pas revenir là sur des choses plus techniques, mais ça a déjà été évoqué hier à de nombreuses reprises, ça ne marche pas parce qu'il y a toujours un reste. Et donc, voilà, c'est ce que je proposerais, quoi. C'est de dire, oui, bien sûr, on pourrait trancher ça en disant, c'est pas la vérité, mais ce qui intéresse le psychanalyste, c'est pas la vérité, c'est sa vérité, effectivement, mais sur un autre mode que le mode de ce qu'on en voit aujourd'hui. Et la réponse qu'on donne à sa vérité, à savoir la valeur de l'empathie, hein, ce qu'on peut entendre du côté de la psychanalyse, en tout cas comme Lacan nous l'a transmis, c'est que sa vérité, c'est la vérité du symptôme, c'est-à-dire le contournement qu'imagine le sujet pour quand même jouir, alors qu'il fait l'expérience effective d'un déficit de jouissance. Déficit de jouissance que l'institution, dans les temps antérieurs, auparavant, prenait en charge avec cette question de l'autorité, justement. Et donc, je trouve qu'il y a, on peut dire, mais oui, c'est sa vérité qui importe, à condition d'y voir quelque chose de moi, ce que j'appelle, dans mon jargon, un symptôme. Voilà. Merci beaucoup, voilà Pierre Marchal. Merci beaucoup parce que ça nous éclaire sur le plan effectivement psychanalytique et peut-être qu'on va pouvoir retravailler tout ça pour l'année prochaine. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et là, en tous les cas, vous apportez déjà un éclairage à ce que nous a dit Monsieur Érali. Et voilà. Donc, on va peut-être, oui, donner la parole à la salle, voilà, avant que. Oui, ça marche. Jean-Pierre Lebrun a levé la main. Je peux ajouter quelque chose. Pierre, il y a Jean-Pierre qui vous parle et voilà, il lui répondra. Ah, je n'entends pas. Moi, je n'entends rien. C'est parce que j'ai pris la parole, Pierre. Oui, je t'en prie, Jean-Pierre. Moi, je voulais simplement dire à Alain que j'avais particulièrement apprécié. Je l'ai lu comme étant la description fine du pervertissement qui est en train de se mettre en place à partir peut-être, alors ça c'est un peu rapide pour nous, il faudrait longuement l'expliquer, mais à partir justement du fait qu'il n'y a plus d'inconscient. À partir du moment où tout est su, tout est repéré, c'est le sujet lui-même qui naît de lui-même et on est parti là-dedans. Mais tu as vraiment fait un balayage, je trouve extraordinaire, de toutes les conséquences de ça, de notre point de vue à nous. Hein. Toi, tu l'as fait avec ta lecture à toi, mais je t'en remercie beaucoup parce que ce serait vraiment à retravailler comme étant qu'est-ce que ça vient pervertir. Et ben voilà, tous des concepts et des valeurs tout à fait intéressantes et importantes, mais elles sont, je maintiens le terme, perverties. Et je dirais aussi le manque de tiers. Oui. Merci de ton intervention, Jean-Pierre. Merci de ton intervention, parce que, Monsieur Érali, j'ai vraiment apprécié votre travail, qui est un travail, je dirais,
extraordinairement intéressant sur l'écriture du symptôme actuel, ou peut-être quelque chose, ce qui allait dans ce que disait M. Rosanvallon hier, qui a dit la pathologie de la démocratie. Je suis allé le voir en lui disant, monsieur, vous parlez du symptôme. Il m'a dit oui. Eh bien, aujourd'hui, je suis en train de régresser et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, M. Erali, vous parlez, tout est au même niveau. Je dirais, effectivement, la faillite, par exemple, de toutes les positions qui sont mises en place par un retournement inverse. Ce qui veut dire qu'on met au même niveau ce qu'on appelle les troubles de nos jeunes qui se suicident, qui n'arrêtent pas de fumer, qui n'ont plus aucune limite, jusqu'à actuellement ne plus mettre aucune limite à ce syndrome que j'ai amené, c'est-à-dire la transidentité, où vous vous rendez compte que moi qui suis, faut m'aider pourtant dans mon exercice, c'est ce que je demande, et je supplie qu'on m'aide. Quand je vais prescrire des estrogènes à un garçon qui veut changer d'identité et que je risque de lui donner un méningiome. Pas de façon complètement pas possible. Hein. C'est dans la possibilité où que je vais réduire ses muscles et que jamais plus il ne pourra recommencer, même s'il change d'idée, s'il s'autonomise différemment, vous voyez. Et donc, à l'heure actuelle, nous ne sommes plus, nous avons été un temps où nous pouvions écrire du symptôme. C'est d'ailleurs ce que Lacan a situé, et qu'à l'heure actuelle, ce symptôme, c'est le réel. On est en équivalence. On est en équivalence entre les valeurs les plus importantes, comme vous les avez dit, et le symptôme que nous rencontrons. C'est-à-dire que tout se renverse à l'envers, comme vous l'avez montré, c'est-à-dire que les plus forts dans la volonté éthique se retrouvent avec le contraire, en quelque sorte. La victimisation, Pierre, effectivement, j'ai beaucoup écrit là-dessus, et effectivement, actuellement, elle est dans le discours courant, c'est-à-dire que notre discours habituel, collectif, serait déjà du symptôme. Alors ça, c'est pas possible parce que, vous voyez, ça suppose, parce que ça n'a jamais été dit dans ce congrès, je voudrais le rappeler, c'est qu'il n'y a pas de sujet collectif, il n'y a que des sujets indépendants. Et donc, on aurait pu infléchir un sujet collectif. Mais comme il n'existe pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se pose la question de l'autonomie, évidemment, hein, comme il n'existe pas, on est bien embarrassé là, parce que le symptôme, nous sommes tous dedans. On y est tous. On est tous dans le dopage, comme je l'ai décrit. On est tous dans cette victimisation, car on ne peut pas s'en démarquer. Voilà. Merci pour vos travaux et merci, Pierre, d'avoir apporté la question de la jouissance. Est-ce que je crois qu'il y a les deux personnes là-haut et puis après on te donnera le micro, Alain. Donc, oui. Merci. Je veux commencer avant de poser ma question par citer un moment de l'intervention de M. Erali, que moi aussi j'ai beaucoup apprécié. Les valeurs s'exacerbent et s'hystérisent dans l'ordre du discours, au point d'y acquérir justement une fonction qu'elles n'ont pas, une fonction identitaire. Et elles s'exacerbent en proportion d'une déchéance dans l'ordre du réel. Hein, vous disiez dans le temps où elles se perdent dans l'ordre du réel. Alors, mon intervention, elle s'adresse plus particulièrement, je suis désolé, je n'ai pas mes lunettes et je ne vois pas vos noms d'ici, je ne les ai pas retenus, aux deux personnes qui parlent depuis le cadre de l'éducation nationale. Donc Bernard Sluzarzik et Hervé Frel. Merci. Donc, ce positionnement éthique, et non pas seulement technique ou scientifique, dont vous rappelez très justement qu'il est au fondement d'un enseignement et même plus largement d'une éducation digne de ce nom, est-ce que ce positionnement éthique vous semble compatible avec la politique de transformation de la fonction publique dans laquelle se sont engagés nos gouvernements successifs et qui se traduit par la substitution de fonctionnaires par des contractuels qu'on choisit après 30 minutes d'entretien? Ou bien, ça c'est mon côté pervers, hein, je retourne les choses, ou bien doit-on voir dans votre insistance sur l'éthique,
qui doit être celle des enseignants et des éducateurs en général, une façon d'illustrer ce que M. Irali disait, ce que j'ai cru comprendre. L'exigence éthique à l'égard d'autrui, donc la convocation des valeurs, est inversement proportionnelle à son propre positionnement éthique. Et là, je parle de celui, peut-être, mais m'appartient-il de l'interroger, du positionnement d'un gouvernement qui est pétri par des conceptions libérales problématiques, même si on n'en parle pas, et peut-être que je suis, obsessionnel sur cette question. Est-ce qu'on peut vraiment aborder l'éthique indépendamment d'un questionnement politique? Est-ce que tout questionnement politique n'est rien d'autre qu'un symptôme pervers? Peut-être répondre directement, puis je laisserai la parole à Hervé Frel, qui lui est en position d'inspecteur, donc une position un peu plus délicate. Moi, je suis sorti de l'Éducation nationale, donc ça ne me gêne pas d'avoir un propos plus libre. Oui, effectivement, c'est un non-sens que de recruter des enseignants et de les former en quelques heures. Évidemment, puisque je développe l'idée d'éthique liée à une professionnalité, c'est-à-dire forcément à une formation. Donc évidemment. Mais en fait, deux choses se chevauchent. Là, on est sur finalement quelque chose qui est assez pragmatique d'économie, qui est de l'État, et une réalité qui est relativement effectivement dramatique lorsqu'on voit débarquer, parce que là vous parlez de contractuels. Alors on peut être contractuel et débarquer dans un établissement qui est simple, mais on a vu débarquer des contractuels en Seine-Saint-Denis par exemple, ou en REP+, et là en général ils ne tiennent que quelques heures. Là il y a une réelle violence qui se met en place et une souffrance. Alors une souffrance générale qui peut être une souffrance éthique, mais là on n'est même pas sur la souffrance éthique, c'est la souffrance vraiment simplement de la souffrance. Effectivement, c'est problématique. Je suis d'accord avec vous, lorsque vous convoquez la politique, enseigner est un acte politique, réellement un acte politique. Et c'est aussi un métier relativement impossible, comme ça a été souligné, mais c'est avant tout un acte politique. Le fait que ce soit un acte politique nécessite réellement une professionnalité, le fait que l'enseignant puisse s'élever par rapport à ce qu'il fait, puisse analyser ce qu'il fait pour que son positionnement politique soit cohérent avec la commande de l'État, certes, soit cohérente avec sa propre éthique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse jouer, si vous voulez, sa correspondance entre son éthique personnelle et l'éthique de la commande de l'État. Donc il y a une réelle fonction politique. Sinon, il faut partir. Alors c'est Alain qui va prendre la parole et puis peut-être qu'on passera maintenant à la suite. Moi, je voulais juste dire, en attendant qu'il ait le micro, l'exemplarité qui m'a toujours paru une chose vraiment très, très, très importante. Et j'aurais aimé, on le fera sûrement pour l'année prochaine, toujours je le garde pour la fin, mais voilà, cette exemplarité, la tension qu'elle peut avoir avec la singularité, mais qui doit être une tension, à mon avis, tout à fait nécessaire. Et voilà. Donc, Alain. Oui, merci de me donner la parole. Je voulais redire effectivement que j'ai beaucoup apprécié la description d'Alain Irali dans sa finesse et dans la façon dont il décortique ce que moi j'appellerais en fait l'idéologie contemporaine. Sous ce terme d'idéologie contemporaine qui rappelle les vieilles lunes althusériennes de l'idéologie, de son fonctionnement, je trouve quand même qu'il c'est important de se rappeler que les sociétés ont toujours fonctionné avec des systèmes de régulation puissantes et fortes, et qu'à travers cette idéologie, il faut peut-être pointer ce qu'il en est de la nécessité permanente de maintenir un couvercle sur une population qui aurait tendance peut-être à vouloir de temps en temps le soulever. Mais je voudrais souligner un paradoxe dans ce que j'ai entendu et dans ce dont nous discutons, qui est le suivant. Vous dites
qu'il n'y a jamais eu autant d'États. Et je pense que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que l'État a infiltré énormément de choses qu'il était laissé de côté de sa part jusqu'à il y a peu de temps. Et je pense d'ailleurs que l'exposé de M. Ranchon va nous parler de la façon dont les systèmes législatifs maintenant se mêlent de l'intime d'une façon tout à fait paradoxale, alors que dans le passé, on distinguait nettement ce qu'il en était de la régulation par la loi de l'intime, du social, et on laissait l'intime aux individus. Bon. L'État donc infiltre tout, et ceci m'amène à penser qu'il y a en fait une régulation sociale très puissante en place dans nos sociétés, et je dirais, rapidement, ça mériterait sans doute d'être détaillé, il n'y a jamais eu autant de pouvoir de régulation, jamais. Bon. Ceci donc est un paradoxe, parce que Jean-Pierre Lebrun et vous-même, vous avez conclu en disant il faut restaurer de l'autorité. Il me semble personnellement qu'il n'y en a jamais eu autant. Et la question sous-jacente à cela, c'est est-ce que penser qu'il faut restaurer de l'autorité symbolique n'est pas en fait la demande que l'on puisse restaurer, une demande, je dirais, nostalgique, qu'on puisse restaurer une autorité bonne. Je pense, personnellement, qu'il n'y a pas d'autorité bonne. Et d'autre part, quand vous disiez ce qui caractérise les sociétés actuelles, c'est qu'on ne peut plus s'adresser aux responsables, je me permettrai juste de souligner le fait qu'on ne s'est jamais adressé aux responsables. Quand, dans les sociétés religieuses, les gens qui voulaient s'adresser à Dieu directement, on s'empressait de les empêcher de le faire. Alors moi, ma question elle est d'un ordre totalement différent. C'est Monsieur Erali, puis ça concerne aussi les élèves ou les étudiants. Je me posais la question, vous m'avez peut-être donné des réponses ou des ouvertures à un questionnement en tant qu'enseignante et linguiste. On est confronté de plus en plus à des étudiants qui ne parlent pas. Et je me demande justement si tout ce que vous avez dit et qui ne s'expriment pas, et je me demande si tout ce que vous avez dit finalement, ça n'a pas des conséquences sur, la relation à la langue que les jeunes adultes ont, et deux, l'attention portée à la langue et aux mots. Voilà, parce que moi je me dis finalement, quand j'arrive pas à les solliciter dans un cours de linguistique sur leur capacité, leurs compétences de langage, et que donc ils ne s'expriment pas, est-ce que c'est justement parce que quand ils s'expriment, comme vous disiez tout à l'heure si j'ai bien compris, en fait ils affirment un savoir et ils ne sont pas là pour s'élever, pour échanger, ce qu'est la discussion. Et la deuxième chose, c'est je suis assez déstabilisée par le peu d'attention qu'ils font aux mots. Et les mots sont très très mal employés. Et je me demande aussi, d'après ce que vous avez dit, si c'est pas une façon de dire, c'est pas le mot qui va me permettre d'exprimer ce que je pense, mais je pense ça et je prends le premier mot qui me vient, voilà. Donc c'est les conséquences sur le rapport à la langue et l'utilisation de la langue. On vous donne 3 ou 4 minutes et on passe à la séquence suivante, tous les deux là en réponse, tous les trois. Oui, parce que voilà. Et moi j'avais. Voilà, vous pouvez aussi vous disposer de 3-4 minutes. Oui, tout à fait. Je ne peux pas répondre à tout, et donc toutes mes excuses. Hein, je crois que c'est un débat et il n'y a pas besoin de. Voilà. Je voulais peut-être juste répondre à cette question frontale, et je pense que Jean-Pierre pourrait y répondre aussi bien de ce point de vue-là, et aurait peut-être d'ailleurs envie. Il n'y a jamais eu autant de régulation. Ok, tout à fait. Dans une société complexe comme la nôtre, et si étroitement régulée, jamais dans toute l'histoire il n'y a eu autant de régulation. Je veux dire, la domination impersonnelle, parce que moi c'est comme ça que je l'appelle, n'a jamais été aussi grande, absolument.
pour n'importe quoi. Vous utilisez votre carte de crédit, tout de suite on sait où vous êtes. Il y a des systèmes de traçage incroyables. Les algorithmes nous renvoient une fois. On achète une fois sur Internet ou sur Amazon et hop, on est classé, on nous offre des choses. Enfin, absolument. Mais précisément, ce n'est pas ça l'autorité. C'est la domination impersonnelle et la confusion fondamentale de notre temps. C'est précisément de confondre autorité et domination impersonnelle. Et je me permets, je reviens sur cette sur Marx le voyait bien ça. Marx le voyait bien cette distinction. Précisément ce qui est la logique de notre temps, c'est l'effacement de l'autorité par le développement de la domination impersonnelle, en particulier monétaire. Mais pas seulement monétaire, légale, etc., etc. Et donc, il n'y a pas, dans le fait de dire, de vouloir réinventer l'autorité, je ne crois pas qu'il y ait de la nostalgie. Il y a l'évidence du fait que des gens doivent assumer la société à tous les niveaux. Voilà. Et qu'à l'école, le directeur d'école, mais aussi ce petit réseau que vous avez évoqué, que vous avez appelé structure, avec l'inspecteur, etc., doivent assumer le collectif au niveau de l'école. Il faut que quelqu'un assume l'hôpital, et ce qui arrive dans l'hôpital, il faut que quelqu'un assume le commissariat de police, il faut que quelqu'un assume le service administratif, etc., etc. Et ce qu'on voit, c'est une sorte de reflux et les gens deviennent fous avec ça. Les gens deviennent fous avec ça. Nous avons besoin de quelqu'un, un interlocuteur qui assume un pan de la vie sociale dont nous avons l'impression d'être victimes à ce moment-là. On devient fou, littéralement, on se tape la tête contre le mur parce que nous n'avons plus des interlocuteurs qui, pour nous, assument la vie sociale. Et Hannah Arendt le disait déjà pour les enfants, le devoir sacré de l'adulte, ce n'est pas simplement de l'éduquer comme tel, c'est d'assumer la société pour l'enfant et de le préparer à ce monde-là. Et donc voilà, ça c'est plutôt la position dans laquelle nous nous situons de ce point de vue. Et c'est une position infiniment moins conservatrice qu'on ne le pense en réalité. Parce que précisément, elle fait rempart contre la domination impersonnelle. Elle est là pour faire rempart précisément et pour restaurer précisément des formes d'autonomie à ce niveau. Et si j'en profite d'ailleurs pour poser la question, parce qu'elle est directement liée. Au fond, au cœur de toute cette évolution, vous avez, me semble-t-il, je suis passionné par l'école, je m'en occupe beaucoup en Belgique, donc moi j'ai bu vos paroles, vous avez quand même cette figure de l'enseignant comme petit indépendant dans sa classe et qui n'a de compte au fond à rendre à pas grand monde, et vous avez cette question centrale de la restauration de cette autorité, non pas simplement celle du directeur craque dedans, etc., mais de cette structure beaucoup plus collective, d'ailleurs, de cette autorité. Alors aujourd'hui, on l'appelle, excusez-moi on l'appelle ça leadership partagé ou ce genre de choses. Mais ok, très bien, on peut aimer le terme ou ne pas aimer le terme, mais l'idée là derrière, elle est formidable. C'est le fait de dire, est-ce que l'école aujourd'hui est prête à réassumer à son niveau des besoins sociétaux et des défis sociétaux absolument considérables? Et est-ce que les enseignants peuvent se réinscrire, se réaligner dans ce mouvement-là? Et ça, je crois que vous avez posé une question absolument vertigineuse, et on l'a vu aussi en Belgique de ce point de vue. Alors, je termine, et comme ça, j'en ai fini. Il y a cette question de la langue. On en parle un tout petit peu dans notre livre pour réinventer l'autorité, et nous évoquons notre inquiétude. Nous pensons en effet que... je pense que derrière, plus une langue est complexe et plus elle sert des modes de vie et des formes de relations aux autres et de rapport au monde sophistiquées, et elle est au service de normes sociales qui sont extraordinairement sophistiquées elles aussi. Et derrière ces normes sociales qu'on appelle normes linguistiques, mais qui en réalité, moi je persiste et signe, ce sont en réalité des normes sociales
particulières que les parents doivent apprendre à leurs enfants, qu'ensuite les enseignants doivent apprendre, corriger, tout ce qu'on veut. Derrière cela se jouent en fait des contrôles réflexifs, des formes d'inhibition et de contrôle réflexif qui ne sont pas simplement cognitifs, mais aussi sociaux, de rapport à l'autre, extraordinairement sophistiqués. Ce qui veut dire que la réduction, la dégradation du langage, le fait de passer de 20 000 mots à 500, pour le dire un peu caricaturalement, n'est pas simplement un passage à l'implicite dans une richesse de nouveaux codes. Nous, on ne croit pas ça. Voilà, nous, on ne croit pas ça. On pense que derrière, il y a véritablement une altération du rapport à autrui. Et donc, ben voilà, donc je partage un petit peu votre perplexité là-dessus. Voilà, merci beaucoup à tous. On voit à quel point l'incarnation est importante et combien le fait de rentrer le langage de l'incorporer, le fait que nous sommes des par-lettres. On vient de rapporter vraiment des preuves que ce par-lettre a vraiment du mal avec le langage.